Rafael Nadal, la légende de la terre battue et de Roland-Garros, surnommé le taureau de Manacor. Oui, Rafa. Ah, t'es à la retraite, tu profites. Bah, tu l'as bien mérité après tous les efforts que tu as fournis pendant tant d'années. Ah oui, t'as sûrement tiré un peu sur la corde à la fin. Ah, mais t'es resté à cause de Djoko. Tu voulais battre son nombre de titres en Grand Chelem. Et c'est pour ça que tu es resté. Tu voulais prendre ta retraite après Roland-Garros 2022. Ah oui, c'est vrai que tu serais parti au sommet, hein. Gagner quand même un Grand Chelem à 36 ans avec un pied anesthésié et tout le tournoi. On n'avait jamais vu ça, hein. C'était exceptionnel, 22 Grands Chelems, où tu aurais pu t'arrêter là, c'était parfait. Et après, bah, ça a été un peu là, oui. Bah, la dégringolade, malheureusement, hein. Bon, t'inquiète pas, Rafa, écoute, de temps en temps, t'as un petit golf, regarde là. T'es bon en plus, toi, au golf. Puis c'est pas très demandeur, hein, sur le plan physique. Allez, Rafa, bon, à la prochaine. Ça y est, il est reparti faire deux, trois petits putts. Alors, il est né le 3 juin 86 à Manacor, donc sur l'île de Majorque, en Espagne. Et il est le premier enfant de Sébastien Nadal et d'Anna Maria Parera. Il a une sœur de 5 ans de moins nommée Maria Isabel. Donc son oncle, Miguel Angel, est un ancien joueur du FC Barcelone et du RCD Majorque et de la sélection espagnole durant les années 1990. Tony Nadal, un autre de ses oncles, est son entraîneur depuis son plus jeune âge. Donc lorsqu'il avait 14 ans, Rafa, la Fédération espagnole de tennis lui a demandé de quitter sa ville natale pour déménager à Barcelone, dans le but de poursuivre son entraînement. La famille de Nadal a refusé en partie parce qu'elle craignait pour son enseignement, mais aussi parce que Tony pensait qu'il n'était pas nécessaire que son neveu quitte la maison pour s'améliorer. La décision donc de rester à la maison a conduit la fédération à revoir à la baisse son appui financier. Donc le père du joueur a donc fourni les fonds non offerts par la fédération. Donc Nadal, il joue de temps en temps aussi au foot, hein, mais il préfère quand même nettement le tennis. Bien que ce soit à 3 ans qu'il commença le tennis. Sa première compétition officielle fut celle des Baléares, qu'il remporte à l'âge de 8 ans, ainsi que de nombreux autres tournois de sa catégorie. Donc en 1998, il remporte l'Open Super 12 doré, alors qu'il hésitait encore entre le foot et le tennis. Et c'est à cette date que Rafa affirme avoir commencé sa carrière. En 99, à 13 ans, Nadal participe au tournoi des Petits As à Tarbes, l'officieux championnat du monde des 12-14 ans. Il atteint les quarts de finale, et là, il va être stoppé par notre cher Richard Gasquet, avec lequel il sera amené souvent, oui, à être confronté lors des tournois juniors. Et il faut savoir que Richard Gasquet ne battra jamais Nadal lors de sa carrière, donc dans le circuit ATP. Donc en mai 2001, l'ancien vainqueur de Grand Chelem Pat Cash sera à Majorque pour jouer un match d'exhibition contre Boris Becker, sur terre battue. Mais ce dernier se blesse. Donc on choisit Nadal, vainqueur des Petits As, alors âgé de 14 ans pour le remplacer. Donc ce cher Pat, qui a alors 36 ans, est battu par un minot de 14 ans. C'est alors que Rafa, bien sûr, décide de devenir professionnel. Voilà, il a battu une légende vivante à 14 ans. Si après ça on commence pas sa carrière professionnelle, on se demande ce qu'il faut faire. En 2002, Rafa fait ses débuts professionnels sur le circuit ATP, sur terre battue, bénéficiant d'une wildcard. Il remporte son premier match officiel contre le Paraguayen Ramon Delgado en 2 manches, mais s'incline au match suivant. En 2004, il participe pour la première fois à la Coupe Davis avec l'Espagne où il battra Andy Roddick lors du second match de la finale. L'Espagne battant les États-Unis 3-2. Rafa remporte ainsi la Coupe Davis, son premier trophée majeur, à seulement 17 ans. Le deuxième plus jeune joueur après Michael Chang a remporté un tournoi Master Series et a intégré le top 100. Et c'est en 2005 que Rafa va atteindre un tout autre statut sur le circuit ATP en remportant son premier titre du Grand Chelem à Roland-Garros sur terre battue en battant en finale Mariano Puerta et sera numéro 2 mondial à seulement 19 ans.
de plus en plus impitoyable sur terre battue et de plus en plus dangereux sur gazon, Rafa va signer une année 2008 absolument monstrueuse. Il remporte Roland-Garros pour la 4e fois consécutive en humiliant Roger Federer, lui infligeant la plus lourde défaite de toute sa carrière. 6-1, 6-3, 6-0. Est-ce que vous réalisez être Roger Federer, numéro 1 mondial, qui perd 6-0 au 3e set en finale de Roland-Garros? Puis après avoir remporté le Queens, enfin pour la première fois, montrant une vraie amélioration de son jeu sur gazon, Rafa se retrouve à nouveau, comme d'habitude, dans l'habitude chaque année, en finale de Wimbledon contre Federer, dans ce qui allait être, bien évidemment, le plus grand match de toute l'histoire du tennis. Rien que ça. La finale du siècle, la plus longue de Wimbledon en 4h48, sera interrompue par 2 reprises par la pluie. Une véritable pièce de théâtre. Rafa va renverser Roger dans son jardin, qui était 5 fois tenant du titre, et devient le premier joueur depuis Björn Borg à réaliser le doublé Roland-Garros Wimbledon. Une finale stellaire. Exploit de Nadal est tellement incroyable que des astronomes de l'Observatoire astronomique de Majorque baptisent un astéroïde à son nom. Rien que ça. Ensuite, il remporte la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Pékin en battant en finale Fernando González. Et finit l'année numéro 1 mondial en prenant la place du King, Roger Federer. Allez mon petit Roger, on t'a assez vu. Numéro 2, voilà, ta véritable place. Le number 1, c'est moi, le King. Voilà. Je t'ai battu à Wimbledon, dans ton jardin, sur ta surface favorite, sur gazon. Je t'ai écrabouillé à Roland-Garros sur terre battue. Voilà. Nadal est à ce moment-là un des sportifs les mieux payés d'Espagne. Derrière Fernando Alonso, pilote de Formule 1, et devant le golfeur Sergio Garcia. Et Iker Casillas, gardien de foot, avec des revenus en 2008, estimés à plus de 11 millions de dollars. Sa fortune personnelle est alors estimée à 40 millions de dollars, selon Forbes. Donc il lance à Manacor, sa ville natale, la fondation Rafael Nadal, apportant une aide sociale ainsi qu'une promotion du sport comme outil d'intégration pour les personnes qui en ont le plus besoin, comme les handicapés, les immigrants, les enfants, et donc la jeunesse, la présidente et sa mère, Anna Maria, et son oncle, Tony Nadal, est membre du comité. Donc il faut savoir que Rafa est en couple depuis 2005 avec Xiska, une amie d'enfance de sa sœur, Maria Isabel, qu'il connaît depuis toujours, mais qui est originaire donc de Majorque. Il est très apprécié par les autres joueurs du circuit pour sa sportivité, son fair play. Voilà, il possède un mental d'acier, Rafa, avec une résilience absolument hors du commun. Il est largement un des joueurs les plus combatifs du circuit, un des plus grands guerriers que le tennis n'ait jamais connu. Ouais, non, mais sois pas gêné, enfin, Rafa, c'est la vérité, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont, voilà. T'es un guerrier, t'en as mangé de la rouille, hein, on peut le dire, t'as jamais lâché. Donc Rafa, pour ce qui est des caractéristiques de son jeu, Rafa, il a basé son jeu en premier lieu sur une défense redoutable, très difficile de le déborder, et un des meilleurs relanceurs du circuit. Il exploite le point faible de son adversaire grâce à son lift, l'empêchant ainsi de passer à l'attaque pour pouvoir défendre le plus facilement possible. Donc il a la particularité d'être gaucher, ce qui pose problème aux joueurs droitiers, que ce soit sur le service ou durant l'échange. Il possède d'ailleurs le meilleur pourcentage de victoires contre les gauchers dans l'histoire de l'ATP. Rafa met également de l'effet dans son service, lui permettant de faire des aces, même à seulement 160 km/h. Il a également son passing, donc il commet peu de fautes directes.
et joue chaque point comme s'il s'agissait d'une balle de match. Il a également un des tout meilleurs QI tennis qui lui permet d'aborder des solides tactiques de jeu. Son coup droit est son meilleur coup, tel un lasso. Il imprime énormément d'effets à la balle et frappe avec une puissance monstrueuse. Son revers a longtemps été considéré comme un de ses points faibles. Il deviendra redoutable avec les années, lui permettant de trouver des angles profonds, notamment en passing et en revers. À partir de 2008, il bénéficie d'une belle qualité de slice, lui permettant de casser le rythme des échanges. Donc Rafa dispose également d'une excellente main pour les amortis ainsi qu'à la volée, qu'il améliore avec les années, notamment pour écourter des points après des blessures, ou en vieillissant pour économiser de l'énergie. Donc son évaluation au test Bosco, particulièrement sur la force des jambes, montre une puissance au-dessus de la moyenne. Sa vitesse de course peut atteindre celle d'un sauteur en longueur, et son endurance, celle d'un marathonien, ce qui explique en partie sa résistance à l'effort. En 2007-2008, il réduit ses séances physiques afin de s'affiner et éviter les risques de blessures liés à l'usure des articulations, notamment sur les cours en dur où Rafa avertit les joueurs de moins jouer sur dur, car les chevilles, les pieds, les genoux et le dos sont fortement sollicités. Grâce à ses qualités physiques, il remporte les 3/4 de ses matchs quand ils durent plus de 4 heures. Puis il arrive en 2010, après une saison en 2009, assez décevante pour lui dans ses objectifs, avec l'œil du tigre, et réalisera tout simplement la meilleure saison de sa carrière, à 24 ans. Malgré son élimination en quart de finale de l'Open d'Australie contre Andy Murray et une blessure qui l'éloignera des cours pendant 1 mois, Rafa sera le premier joueur de l'histoire à réaliser le Grand Chelem rouge, consistant à remporter les 3 Master 1000, donc de Monte-Carlo, Rome et Madrid, puis le Grand Chelem de Roland-Garros la même année, en plus sans perdre le moindre set, où il gagne son 5e titre. Jamais un joueur n'avait été aussi impressionnant sur une seule année sur terre battue. Puis comme en 2008, il réalisera pour la 2e et dernière fois de sa carrière le doublé Roland-Garros-Wimbledon en battant en finale le Tchèque Tomáš Berdych. Puis il se hissera en finale de l'US Open contre Novak Djokovic pour leur première finale commune en majeur où Rafa triomphera en 4-7 pour devenir le plus jeune joueur masculin de l'ère Open à réaliser le Grand Chelem en carrière et également le Grand Chelem doré en carrière, ajoutant la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Seule Steffi Graf, chez les femmes, sur le circuit WTA, avait fait mieux en réalisant le Grand Chelem doré à 19 ans, en 1988 donc, sur la même année. Ce qui n'a plus jamais été fait, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Nadal réalisera donc également le seul petit chelem de sa carrière sur la même année et retrouvera par la même occasion la place de numéro 1 mondial. Alors il inaugure, accompagné de sa mère et de sa sœur, la Rafa Nadal Tennis School dans la ville d'Anantapur, dans l'état d'Andhra en Inde. Donc dans le but d'aider à la transformation de l'une des régions les plus pauvres et les plus démunies de l'Inde, illustrée ici par l'éducation et notamment l'apprentissage du tennis, devenant accessible à tous dans sa nouvelle académie. En 2011, Rafa va devoir se confronter à l'émergence d'un titan qui deviendra sa nouvelle bête noire, Novak Djokovic, qui le battra dans 2 finales d'affilée des Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami, et le battra ensuite carrément sur son terrain, la terre battue, à nouveau, dans 2 finales consécutives des Masters 1000 de Madrid et Rome. Heureusement, il remportera Roland-Garros, son seul grand chelem de la saison contre Federer, en finale. Puis il vivra 2 finales à Wimbledon et l'US Open,
en étant à chaque fois tenant du titre, et perdra encore ses 2 finales contre Novak Djokovic, concédant sa 6e défaite consécutive contre lui. Et Djoko réalisera un petit chelem à son tour en 2011 et lui ravira la place de numéro 1 mondial. L'année 2012 commencera de manière historique pour Rafa avec un nouvel affrontement contre Djokovic en finale de l'Open d'Australie, qui durera 5h53, faisant de ce match le plus long de l'histoire de l'Open d'Australie et aussi d'une finale en Grand Chelem. 5 sets de légende qui verra Djoko infliger une 7e défaite consécutive à Rafa dans un des plus grands matchs de tous les temps. Un nouveau match de légende en 5-7 après la finale mythique de Wimbledon 2008 contre Federer. Tellement éreintante qu'elle laissera les 2 champions sur les rotules pendant la remise des prix. Un spectacle rarement vu, avec un niveau tennistique d'extraterrestre, peut-être le plus grand affrontement entre Nadal et Djokovic. Une nouvelle rivalité de légende est clairement en train de naître, après celle avec Roger Federer. Nadal. Après avoir remporté une nouvelle fois Roland-Garros en 2014, Nadal se blessera au poignet à l'entraînement, puis au dos, et devra subir une opération de l'appendicite. Il vivra alors une véritable traversée du désert, de mi-2014 jusqu'à 2016. À Roland-Garros 2021, Rafa retrouve le Joker en demi-finale pour un match en 4-7, dont le 3e set sera considéré par beaucoup de spécialistes comme un des plus grands sets de toute l'histoire du tennis, d'une intensité remarquable, avec des points spectaculaires, des rallyes, du beau jeu. Et après plus de 4 heures de jeu, c'est finalement Djoko qui remportera le match à 1h du matin. Donc il faut savoir que Nadal est atteint du syndrome de Müller-Wes au pied gauche depuis l'âge de 18 ans. L'os naviculaire situé au dos du pied perd sa vascularisation et se nécrose. Donc le résilience monumentale de Rafa qui a joué avec cette maladie toute sa carrière. Mais elle prend du terrain avec les années et il met un terme à sa saison après une tentative de retour infructueuse à Washington et des douleurs persistantes. Donc Rafa se prépare pour la dernière ligne droite de sa carrière et son comeback final. Après avoir remporté le tournoi de Melbourne et confirmé un pied gauche semblant s'être bien reposé, Rafa arrive en finale à l'Open d'Australie contre Daniil Medvedev et après avoir perdu les 2 premiers sets, va retourner le match, arriver au 5e set et va remporter sa première finale de Grand Chelem après avoir été mené 2-7-0 à quasiment 36 ans. Rafa remporte l'Open d'Australie, qu'il n'avait plus remporté depuis 2009, donc pour la 2e et dernière fois de sa carrière, car Rafa a toujours eu quand même plus de mal sur dur, mais malgré tout, il montre à son âge qu'il est capable de remporter un Grand Chelem sur dur. Et surtout, il devient à ce moment-là l'unique détenteur du record de titres en Grand Chelem, avec 21 titres du Grand Chelem. Rafa dépasse cette barre symbolique où Roger Federer lui-même et Novak Djokovic détenaient 20 Grands Chelems. On parlait beaucoup de ça à l'époque, le Big Free, qui avait atteint 20 Grands Chelems chacun. Qui allait le premier dépasser cette barre? Eh ben, ce fut Nadal, avec ses 21 Grands Chelems. Donc on dira, à ce moment-là, est-ce que Rafa n'aurait pas gagné cet Open d'Australie en bénéficiant de l'exclusion de Novak Djokovic, car il n'était pas vacciné contre le Covid-19. On se souvient de cette histoire qui a fait beaucoup le buzz, la une de tous les journaux. Est-ce que Rafa n'aurait pas profité de cela pour remporter ce titre? Mais bon, la seule chose qui compte, ce sont finalement les résultats. Alors,
Rafa a eu ce grand chelem. Donc un des plus grands exploits du tennis, très certainement. À Indian Wells, il se fera une fissure à une côte de pouvoir emporter la finale. Et ratant le début de la saison sur terre battue. Au Master 1000 de Rome, Rafa donne à nouveau signe de douleur aiguë à son pied gauche. Cette maladie ne lui laissant décidément de moins en moins de répit. Il se présente à Roland-Garros quelques jours après. Et tout le monde se demande mais comment il va pouvoir passer ne serait-ce que le premier tour avec de telles douleurs. Et Rafa se retrouvera miraculeusement en quart de finale contre Djokovic. Donc un match de nuit à nouveau, un an après leur duel, et dans un match de haute volée où il prendra sa revanche en 4-7. Le plus gros match du tournoi, certainement. Après avoir remporté les huitièmes en 5-7 contre Félix Auger-Aliassime. Après un match très disputé contre Sacha Zverev en demi-finale. Où Zverev se fera une entorse absolument terrible. On se souviendra des cris de douleur devant tout le monde. Voilà, Rafa l'aidera à se relever. Rafa a toujours fait preuve de fair play au cours de sa carrière. Un très bon esprit sportif. Mais le match était très disputé. Après 2-7, on avait déjà quasiment dépassé 3 heures de jeu. Si le match avait duré 5-7, ça se trouve il aurait duré 7 heures. On ne sait pas. En tout cas, c'était très disputé. Rafa aurait clairement pu perdre ce match. Mais en tout cas, il se retrouvera en finale contre Casper Ruud, où il n'y aura quasiment pas d'affrontement. Il l'écrasera 6-3, 6-3, 6-0 pour remporter son 14e et ultime Roland-Garros à tout juste 36 ans. Le plus grand exploit de sa carrière après avoir été enterré par tous les experts à cause de ses douleurs à Rome. 14 Roland-Garros, ce qui représente certainement le plus grand exploit du tennis masculin. C'est absolument inhumain, surtout que Roland-Garros est le grand chelem le plus physique. Mais bon, Rafa annonce, après la fin du tournoi, qu'il a joué tout Roland-Garros avec le pied anesthésié. Bien évidemment, suite à des injections anti-inflammatoires sur 2 nerfs sensoriels pour ne plus ressentir la douleur. Donc après le tournoi, Rafa recevra un nouveau traitement, consistant à faire des injections par radiofréquence pulsée. Un courant électrique sera envoyé sur le nerf pour aider à diminuer la sensation de douleur permanente dans le pied. Et son pied se portant mieux, il se présente à Wimbledon afin de viser le grand chelem calendaire pour la première fois et la seule fois certainement de sa carrière, car il n'a jamais commencé une saison en gagnant l'Open d'Australie et Roland-Garros, la même année. Mais il se blessera une nouvelle fois en quart de finale contre Tyler Fritz. Il ira quand même au bout du match, arrivera à le battre de justesse, ce qui montre encore son énorme résilience, mais il déclarera forfait pour la demi-finale contre Nick Kyrgios, un match qui aurait été extrêmement intéressant à voir. Donc pour déchirure abdominale de 7 mm, abandonnant son rêve de grand chelem calendaire. L'Open d'Australie 2023 arrive et il se blesse à nouveau, mais cette fois à la hanche. Les examens révéleront une lésion de grade 2 du psoas iliaque au 2e tour, ce qui sera la blessure de trop, qui le poussera vraiment de plus en plus vers la sortie. Et pour la première fois de sa carrière, il prend une pause de quasiment 1 an et sort du top 10, pour la première fois depuis 2005. Puis du top 100, pour la première fois depuis 2003. Et on arrive donc en 2024, donc après être revenu donc 1 an plus tard, au tournoi de Brisbane. Il remporte 2 matchs, mais se fera éliminer en quart de finale, et se blessera à la jambe gauche, et sera forfait pour l'Open d'Australie. Au Master 1000 de Madrid, un hommage pour toute sa carrière lui est rendu, après sa défaite en 8e de finale. L'émotion est là, on comprend que la légende est sur le point de
véritablement se terminer. Pour le dernier Roland-Garros de sa carrière, son jardin, celui qui a fait sa légende, il perdra au premier tour, pour la première fois de sa carrière, contre Sacha Zverev. Un adversaire trop fort pour lui au premier tour, n'ayant pas eu le temps de se chauffer et de monter petit à petit en rythme. Vu que Rafa a un classement où il est hors du top 100, il va jouer immédiatement contre des têtes de série comme Zverev au premier tour. Et s'il l'avait eu peut-être au 4e tour, voire en quart de finale, peut-être qu'il aurait pu le battre sur 5-7. Mais Rafa n'a pas eu le temps de se chauffer. Le niveau est insuffisant, bien qu'impressionnant malgré la condition physique où on l'attendait peut-être plus basse, avec toutes les blessures, l'arrêt. On voit qu'il se réservait vraiment pour Roland-Garros, pour la terre battue. Et on voit que là, il s'est donné à 100%. Un niveau bien supérieur avec ce qui nous avait été montré les mois auparavant, mais insuffisant contre un top 10 comme Zverev, un des meilleurs joueurs du monde. Il participera aux derniers Jeux Olympiques de sa carrière, justement à Roland, sur sa surface, et sera éliminé en quart de finale contre qui? Eh oui, l'histoire a voulu que ce soit comme ça, contre Novak Djokovic. Son plus grand rival, le plus grand adversaire de toute sa carrière. La 60e confrontation entre Djoko et Nadal. Djoko aura été le plus fort jusqu'à la fin. Et il remportera donc le plus grand duel de toute l'histoire du tennis. En battant Rafa. 31 victoires à 29 dans toute leur rivalité sur le circuit ATP. Et on y arrive petit à petit, à ce moment tant redouté pour beaucoup de ses fans, le 10 octobre 2024. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, notre cher Rafael Nadal annonce enfin sa retraite à l'issue de la phase finale de la Coupe Davis. Tout le monde du tennis lui rend hommage, ainsi que des footballeurs comme Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé. Il a même le chic d'annoncer sa retraite quelques heures avant notre cher Richard Gasquet qui l'aura battu toute sa carrière. Voilà, lui volant encore une fois de plus la vedette, même dans l'annonce de sa retraite, Richard Gasquet, le pauvre. Une carrière marquée également par ses tics et ses tocs, notamment placer et reposer méticuleusement 2 bouteilles d'eau, toujours au même endroit, en les alignant toujours de la même façon, boire la même quantité dans chacune, déposer toujours de la même manière sa raquette sur sa serviette lors d'un changement de côté, réajuster son maillot et s'effleurer à plusieurs reprises le nez et les oreilles avant chaque service qu'il mettra de plus en plus de temps à effectuer avec l'âge, lui permettant de s'économiser entre les échanges bien sûr, hein, et aussi repasser avec ses chaussures la ligne du fond de court avant chaque point. En novembre 2024, Rafa est éliminé en quart de finale de la Coupe Davis face aux Pays-Bas contre Bocic Van de Zandschulp 6-4, 6-4. C'était le dernier match de sa carrière. Lors de son discours d'adieu, il déclarera « Les titres, les records sont là. Mais j'aimerais que l'on se souvienne de moi, comme d'une bonne personne qui se souvient de ses origines, d'un petit gars de Majorque. Je veux que l'on se souvienne de moi comme un garçon qui a réalisé ses rêves. » Et Rafa a donc pris sa retraite. Oui, Rafa. Eh oui, tu t'es tellement entêté avec tous ces titres, hein. À supporter toutes ces blessures, quel courage. On t'aurait quand même pu arrêter plus tôt, peut-être que t'aurais pas autant de soucis. J'espère au moins que tu t'amuses au golf, hein. Ah, en effet, un sport où t'es meilleur que Djoko. Oui, je comprends. C'est vrai qu'il y a toujours eu cette rivalité avec Djoko, hein, même jusqu'au golf. Ah bon, mais attends, Rafa, juste pour savoir, t'es pas au courant, hein? Mais tu ne savais pas que Djoko, il taquinait aussi la balle de golf?